Makoto est, dans tous les sens du terme, une blague. Et ce n'est pas une blague drôle non plus. Suivez-le à travers ses mésaventures, lorsqu'il reçoit des pouvoirs presque divins. Après avoir passé sa journée ordinaire, Makoto prend le nouveau roman fantastique de son père et s'affale sur son lit. Du moins, c'est ce qu'il pense avoir fait. Cependant, il se retrouve à flotter dans la tapisserie cosmique au-delà de la compréhension mortelle, où il rencontre Tsukuyomi, un dieu ancien qui révèle que ses parents viennent d'un autre monde. En raison de diverses circonstances, ses parents ont signé un contrat le confiant à un dieu d'un autre monde. Si Makoto ne part pas tranquillement, l'une de ses sœurs, Yukiko ou Mari, pourrait être prise à sa place. Makoto accepte de partir, mais sous une condition. Bien que Tsukuyomi ne le laisse même pas finir, il promet de supprimer son historique de navigation internet et de se débarrasser de tout ce qui pourrait l'avoir fait arrêter. Après avoir remis à Tsukuyomi une lettre à donner à ses parents, la déesse de l'autre monde l'invoque brusquement. Cependant, après avoir vu à quel point il est insupportablement laid, la déesse décide de le jeter au milieu de Dieu Seizu. Mais en guise de compromis, elle lui donne la capacité de lire et de comprendre toutes les langues du monde à l'exception de celle des humains. Alors que Makoto est lâché à travers une trappe, Tsukuyomi apparaît et lui sauve la vie. Il explique que Makoto est physiquement plus puissant dans ce monde, car son véritable potentiel est retenu dans le monde humain, mais il le prévient qu'il peut encore mourir bientôt. Tsukuyomi souhaite bonne chance à Makoto, et avec le dernier de ses pouvoirs drainés, il disparaît. Après avoir erré pendant 3 jours et 3 nuits vers une haute montagne au loin, Makoto commence à se sentir fatigué et assoiffé. Il n'y a pas de femme seule dans son secteur, sur des kilomètres. Quand il entend une voix appelant à l'aide, il réagit en voyant une fille cochon, menacée par un loup affamé. Il donne un coup de pied dans le loup, le faisant exploser en un tas désordonné de chair et de fourrure. Makoto calme la fille cochon, qui se présente sous le nom d'Emma. Elle explique qu'elle s'apprête à se sacrifier pour Shin, un dieu local, afin que le brouillard sur son village puisse être dissipé. Emma ramène Makoto dans son village, où les autres orques croient qu'il doit être un demi-humain à cause de son apparence peu attrayante. Lorsque Makoto voit Emma utiliser de la magie pour faire léviter quelques plats, il lui demande de lui montrer davantage. Emma lui démontre comment utiliser un sort de boule de feu basique que Makoto reproduit facilement. Elle et les autres croient que son niveau doit être incroyablement élevé, mais ils sont tous déçus d'apprendre qu'il n'est qu'au niveau 1. Néanmoins, Emma propose de lui enseigner un peu plus de magie. Le lendemain, Makoto part avec une liste des sorts magiques d'Emma et il laisse une lettre promettant de faire quelque chose au sujet de Shin. Avant d'entrer dans la montagne de Shin, Makoto teste la puissance de son sort de boule de feu, détruisant accidentellement une porte sacrée. Il défait également par inadvertance quelques-uns des prétendus disciples de Shin, qui n'utilisaient que son nom pour opprimer les orques. Shin, un dragon géant, se manifeste et attaque Makoto. Cependant, grâce à Tsukuyomi, qui a donné à Makoto une partie de son pouvoir, il esquive les attaques du dragon en utilisant l'instinct ultime. Il utilise ensuite une combinaison de boxe mortelle qui culmine dans le coup de poing de grenouille. Au bord de la mort, Shin jette désespérément Makoto dans un cube d'illusion pour le piéger dans un paradis mental. Shin voit une vision de lui au club de tir à l'arc avec son béguin Haisugawa. Haisugawa lui avoue soudainement ses sentiments et avec un t-shirt mouillé, Makoto a du mal à dire non. Pendant ce temps, Shin devient très intéressé par le passé de Shin après avoir découvert que ses parents étaient à l'origine de ce monde. Au cours de sa séquence de rêve, Haisugawa réalise que cet Haisugawa imaginaire agit selon ses caprices et que, en réalité, tout cela est le résultat du pouvoir que Tsukuyomi lui a donné. Hasegawa contrôle un espace défini autour de lui, ce qui lui permet de rechercher des objets cachés et, plus important encore, d'améliorer ses capacités de combat. Makoto brise le cube de rêve autour de lui et Shin se soumet en se roulant sur le dos, les bras en l'air. Shin propose de forger un pacte avec Makoto, ce qui augmentera leur force. Elle explique qu'après avoir jeté un œil au passé de Makoto, elle est devenue très intéressée par lui. Makoto commence à transpirer à grosses gouttes. Combien de ses fantasmes et désirs profonds ont été vus? Quoi qu'il en soit, Makoto accepte le pacte. Shin commence le rituel, mais en raison du pouvoir écrasant de Makoto, elle est contrainte de fixer les conditions. À 80 minutes et 20 secondes, Shin se transforme en sa forme humaine, vêtu de vêtements japonais authentiques. Shin se transforme en une forme humaine. En raison des termes du contrat, l'individu le plus faible doit prendre sa forme. Il s'avère que ce qui l'intéresse le plus, ce sont les souvenirs de Makoto concernant les drames historiques. C'est exact. Elle est une putain de dragon otaku. Le pire genre de dragon. Shin emmène Makoto dans son demi-plan, un domaine séparé dans le subespace sous son contrôle. Ce qui était autrefois un désert stérile s'est transformé en un Shangri-La luxuriant et fertile. Après avoir cueilli quelques kakis, Makoto utilise sa capacité à détecter les bords extérieurs du demi-plan de Shin et apprend que la zone est presque aussi grande qu'un pays entier. Makoto réfléchit que les orques pourraient probablement vivre ici lorsqu'ils retourneront dans le monde réel. Emma est là pour avertir Makoto de ne pas combattre Shin. Shin a déjà combattu Shin. Shin lance à Emma quelques-unes de ses écailles qui sont tombées pendant le combat.
Lorsque Emma réalise qu'elle s'adresse à Shin elle-même, elle s'évanouit. Le village orc célèbre la levée du brouillard, et Emma remercie Makoto pour son aide. Shin parle au chef orc, qui est heureux que Makoto ait vengé les morts des filles de leur village. Shin demande s'il serait intéressé à vivre dans une terre luxuriante et fertile. Le lendemain, toute la population orc fait ses bagages pour se préparer à déménager dans le demi-plan de Shin. Makoto est totalement contre cette idée, surtout parce que le demi-plan de Shin pourrait être dangereux. Une petite version de Shin, un fragment de son être, rassure Makoto en lui disant qu'elle les défendra contre toutes les menaces, bien qu'elle n'ait même pas pu battre un manège. Panneau de hauteur requis. D'un geste de la main, Shin transporte tout le village dans son demi-plan. Alors que les orques travaillent à reconstruire et à façonner la zone autour d'eux, Makoto perfectionne ses capacités magiques, apprenant qu'il a le plus d'aptitude pour l'eau. Pendant ce temps, Shin regarde des heures et des heures de drames historiques qui ont été enregistrés dans son esprit. Makoto se plaint de ne rien pouvoir faire, puisque Shin lui a interdit de faire des travaux de base pour préserver son image de leader. Il menace de cesser de lui donner des souvenirs à regarder. Mais quand elle sort accidentellement un souvenir d'un érogé à la place, il abandonne et la laisse faire comme elle veut. Conforté par le fait que Makoto doit rester immobile pendant qu'elle regarde ces drames historiques, Shin part chercher des matériaux pour fabriquer une télévision. Lorsque Makoto voit un souvenir d'une photo de famille, il décide de suivre leurs traces en empruntant le même chemin qu'ils avaient pris lorsqu'ils étaient ici. Ainsi, son premier objectif est de chercher un village humain. Entre-temps, un aventurier solitaire combat un monstre mortel connu sous le nom de Désastre Noir. Makoto rencontre quelques orques ayant des difficultés à dégager une zone boisée. Utilisant son nouveau pouvoir, qu'il appelle Kai, Makoto abat facilement un arbre et le jette de côté. Il guérit ensuite les blessures de l'un des orques, et ceux-ci s'exclament qu'il les a guéris sans utiliser de mana. Cependant, Makoto découvre qu'il ne peut pas utiliser le ki sur lui-même pour guérir ses blessures. Soudain, Shin arrive en portant un nain blessé. Peu de temps après, la toile noire du désastre perce les murs du demi-plan. Shin a combattu la toile noire par le passé, mais n'a plus que l'endommager. Elle choisit de ne pas l'affronter et confie à Makoto la tâche de la chasser. Makoto applique la logique Pokémon à la situation et déduit que la faiblesse de l'araignée doit être le feu. Makoto infuse l'air et son épée avec de la magie de feu, mais l'araignée affiche d'excellentes capacités régénératrices. Malgré tous ses efforts, l'araignée revient encore à la charge. Shin annonce à Makoto une mauvaise nouvelle. Bien que normalement la toile noire parte après avoir subi suffisamment de dégâts, elle aime tellement les dégâts que Makoto inflige qu'elle ne veut pas partir. Pour aggraver les choses, ses pouvoirs régénérateurs ne font que s'améliorer avec chaque sort que Makoto lui lance. Le nain ajoute également que même les armes forgées par les anciens nains ne pourraient pas lui faire de mal. Makoto essaie de lui tirer une volée de flèches de feu, mais l'araignée noire se remet plus vite qu'il ne peut infliger de dégâts. Elle perce la barrière de ki défensive de Makoto et le blesse mortellement. Cependant, avant que l'araignée ne puisse le dévorer, l'adrénaline de Makoto entre en jeu et il repousse l'araignée noire avec une explosion de ki. Il utilise ensuite une mitrailleuse rotative de balles de feu pour blesser l'araignée aussi rapidement qu'elle se régénère. Pour le coup de grâce, il utilise sa spécialité, qui est une flèche d'eau géante, pour la projeter loin. Il s'effondre ensuite sous ses blessures peu après, mais l'araignée revient comme si elle n'avait pas été blessée du tout. Shin se précipite à ses côtés, mais l'araignée l'atteint en premier. Mais au lieu de le manger, l'araignée s'extasie sur la façon dont le combat était fantastique et à quel point la douleur était magnifique. Shin attire l'attention de l'araignée en lui donnant un coup de pied dans le visage et explique que Makoto a le pouvoir nécessaire pour les avoir tous les deux. En tant que sous-contrat, l'araignée noire de la désastre est convaincue d'assumer une forme humaine et Shin forge un contrat entre elle et Makoto. Lorsque Makoto se réveille, le trou dans son ventre a disparu, mais encore une autre fille, inspirée du Japon, a rejoint son harem en pleine expansion. Makoto se réveille et est compréhensiblement contrarié d'avoir conclu un autre contrat sans son consentement ou sa connaissance. Le nain, un ancien respecté nommé Barmon, considère Makoto comme son sauveur et demande la permission de vivre sur cette terre. Makoto est d'accord, bien que Shin impose quelques conditions supplémentaires. Éclatante, elle donne à Baron quelques-unes de ses écailles de dragon pour convaincre les nains, autrement têtus, de le suivre ici. Makoto explore l'extérieur du demi-plan pour trouver des traces de ses parents. Il espère trouver des indices dans le village voisin de Zetsuya, mais Shin le rappelle pour discuter de quelque chose de très important. Elle et la fille araignée veulent des noms. Cela n'était pas du tout important. Elle insiste pour qu'on lui donne un nom, alors Makoto décide de nommer Shin Tama, qui est le nom de la plus vaillante samouraï qu'ils connaissent. Une lueur radieuse se répand sur Tomo, révélant que son pouvoir est lié au type de nom qu'elle reçoit, ce qui est super important. Makoto nomme la fille araignée, Mio, avec le personnage Frasero, car il voit Mio comme quelqu'un qui commence par le bas pour se réintégrer dans la société. Le lendemain, une assemblée est tenue devant une foule raciale diversifiée pour annoncer les nouveaux noms de Tomo et Mio. De plus, ils organisent un vote pour décider comment Makoto sera appelé. En raison de la demande populaire et du processus démocratique, le nouveau titre de Makoto est « Jeune maître ».
Makoto est contre le fait d'être appelé un tel titre embarrassant, mais quand il voit les noms attendus de ses sujets, Makoto est contraint de jouer le jeu. Makoto rencontre le chef des nains, appelé Eld, qui remarque que Makoto a à peine l'air humain. Eld demande si Makoto a reçu une mission de la déesse. Mais rien que de se souvenir de son visage fait bouillir le sang de Makoto. Il dénonce toute association avec elle, ce qui convient parfaitement à Eld. Lui et son clan sont également en désaccord avec la déesse, donc ils n'ont aucun problème à être sous la bannière de Makoto. Tomoe présente ses fidèles, qui se font appeler les Lézards de Brume, un groupe de dévots fidèles, dont les points forts sont leurs brillantes écailles bleu-vert. Mio introduit ensuite ses adeptes, appelés les Halks. Elle explique qu'ils ont été perdus à cause de la faim, tout comme elle, mais après avoir reçu l'essence de Makoto, son sang et son mana, ils ont retrouvé leurs esprits. Pour démontrer, Mio plonge sa main, imbibée du sang de Makoto, dans la poitrine de l'un de ses fidèles. Makoto met rapidement fin à l'assemblée et s'en va pour faire ce qu'il avait prévu à l'origine, enquêter sur le village humain qu'il a vu plus tôt. Il retourne dans le désert et aperçoit une jeune fille humaine, mais lorsqu'elle voit le visage de Makoto, elle s'enfuit par peur. Makoto la suit jusqu'à son village seulement pour qu'il le traite comme un monstre. Makoto est contraint de s'enfuir lorsqu'il commence à lui tirer des flèches et réalise qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. À cause de l'influence de la déesse, un Makoto vaincu retourne dans le demi-plan et apprend que les humains parlent une langue appelée le commun. Et étonnamment, Emma, Tomo et même Mio peuvent la parler. La raison pour laquelle Makoto a été attaqué est à cause de son visage, mais ce n'est pas de sa faute. Makoto dégage simplement une quantité absurde de mana et de miasme qui le fait ressembler à un démon menaçant. Heureusement, Emma dit qu'il existe un moyen de supprimer le mana, alors Makoto décide d'étudier la langue commune et de devenir suffisamment fluide pour retourner au village humain. Malheureusement, Makoto n'était capable que de saisir les bases de l'écriture et de la parole. À la recherche de l'ordinaire. Un forgeron nain lui apporte une bague pour contenir son mana, mais elle se brise au contact après une autre semaine qui passe. Makoto continue d'étudier le commun sous l'enseignement patient de Mio. Il est capable d'afficher des mots en utilisant un peu de magie, ce qui facilite ses problèmes de communication. Le forgeron nain revient avec une bague spéciale appelée Draupnir. Et cette fois, elle est suffisante pour contenir l'énorme, pulsante énergie magique monstrueuse de Makoto. Makoto, Mio et Tomo se déguisent pour entrer dans le village humain de Zetshu. Makoto se fait passer pour le fils d'un riche marchand et ils entrent par les portes, tandis qu'une fille encapuchonnée les observe en le faisant. Makoto remarque que tout le monde dans le village a l'air sympathique, bien que Tomo lui dise qu'il semble juste ordinaire. Dieu joue vraiment des favoris. Makoto, Mio et Tomo entrent dans la guilde des aventuriers de Zetshuya pour s'inscrire. Mais la réceptionniste était initialement méfiante envers Makoto et son apparence. Mio et Tomo apaisent rapidement ses soupçons en la menaçant. La réceptionniste suppose que Makoto doit avoir une carte de la guilde des marchands, mais comme il fait seulement semblant d'en être un, il prétend l'avoir perdue. La réceptionniste dit que la seule façon de la faire réémettre est d'aller à Tsige. Lorsque Mio et Tomo surchargent les rouleaux d'évaluation de niveau de la guilde, la réceptionniste est forcée de récupérer des rouleaux encore plus grands. Tomo est à un niveau étonnant de 3230, tandis que celui de Mio est encore plus impressionnant à 1500. Tomo n'arrive pas à croire qu'un certain déviant araignée soit à un niveau supérieur au sien. Le duo reçoit ses cartes de guilde et Tomo demande qui est l'aventurier et de rang le plus élevé suivant. Elle répond que ce serait Sophia, la tueuse de dragons, célèbre pour avoir vaincu Lancer. Quand c'est au tour de Makoto d'évaluer son niveau, il espère que les choses ont changé depuis, mais rien n'a changé. Il est toujours aussi peu puissant et pathétique qu'avant. Les autres aventuriers qui observent cela ne prennent pas bien le fait qu'il ruine l'équilibre délicat qu'ils ont construit. Lorsqu'ils arrivent à une auberge, Tomo menace la réceptionniste pour qu'elle baisse le prix de leur séjour en menaçant de détruire toute l'innovation. Alors qu'il s'installe, Makoto remarque que le prix des biens et services dans la ville est absurdément élevé, ce qui est extrêmement suspect. Il demande à Tomo de surveiller leurs affaires pendant qu'il et Mio sortent dîner. Il a senti des gens les suivre depuis leur entrée en ville. Plus tard dans la soirée, alors que des assassins convergent vers l'auberge, Makoto et Mio rencontrent une jeune fille dans les rues. Mio essaie d'effrayer la jeune fille, car autant elle déteste les enfants, autant elle déteste que son temps avec Makoto soit interrompu encore plus. Quand la fille commence à pleurer, Makoto décide de la ramener à l'auberge. Pendant ce temps, un homme nommé Rizu les observe avec un sourire tordu. À l'auberge, la fille se présente sous le nom de Rinon et explique que sa sœur a mystérieusement disparu il y a un mois. L'obscurité de Zetsuya est plus profonde que Makoto ne l'avait initialement pensé. Pendant ce temps, Tomoe neutralise quelques voleurs qui essayent de s'introduire dans leur chariot, tuant brutalement plusieurs d'entre eux. Heureusement, elle parvient à capturer un des voleurs vivants. Elle ramène le voleur à l'auberge et Makoto la gronde pour avoir causé une situation de type Akira. Pour compliquer encore les choses, le voleur qu'elle a capturé s'avère être une fille. Rinon revient, mais Makoto l'encourage à prendre de la nourriture avant de dormir. Elle lui montre un dessin de sa sœur disparue, et lorsque Makoto voit de qui il s'agit, il tombe soudainement silencieux. Mio revient après avoir mangé les voleurs que Tomoe a tués.
Makoto lit l'esprit du voleur et découvre qu'ils ont pris la sœur de Rinon en otage, et il charge Tomoe et Miyo de la sauver. Makoto a un regard féroce et méchant dans les yeux, il est mortellement sérieux. Le duo fait ce qu'on lui demande. La raison pour laquelle Makoto est si déterminée à sauver la sœur de Rinon, c'est parce qu'elle est le portrait craché de Aishikawa. Tomoe et Miyo discutent de l'intensité de Makoto en ce qui concerne la sœur de Rinon. Miyo déduit qu'elle doit d'une manière ou d'une autre être une connaissance de Makoto. Mais Tomoe sait pertinemment que Makoto n'a ni amis ni famille dans ce monde. Elle a elle-même plongé dans ses souvenirs. Avec l'aube sur le point de se lever, Tomoe et Miyo se hâtent vers leur destination. Ils veulent terminer cela avant que McDonald's ne commence à servir le petit déjeuner. Le lendemain, Rinon accompagne Makoto au marché des commerçants. Pourtant, Rinon est incroyablement inquiète pour sa sœur. La sœur de Rinon, nommée Towa, est une aventurière qui essaie de rembourser la dette de sa famille. Mais le coût total continue d'augmenter. Un jour, après avoir échoué à vaincre Rizu, Towa lui dit de faire ses bagages et de s'échapper vers Tsuge. Rinon traverse la ville avec le peu d'argent qui lui reste. Et elle entend dire que sa sœur a été capturée. Cependant, elle finit par tomber sur Rizu, qui lui dit qu'elle ne pourra jamais s'échapper de cette ville. Towa est étendue sur le sol du donjon, son esprit vaincu et son corps en lambeaux. Elle vient d'une longue lignée d'aventuriers. Mais un jour, l'un de ses ancêtres a perdu un combat contre un démon. Et ils ont perdu l'héritage familial, une épée corte. Towa essaie de la récupérer depuis, mais elle a échoué à chaque tournant. Alors que le dernier de ses forces s'évanouisse, elle est sauvée par Tomo et Miyo. Miyo brise les portes de la prison grâce à sa corrosion, mais elles finissent par rencontrer l'aventurier le plus fort de Zetsuya, Mills Ace. Pendant ce temps, Makoto et Rinon reviennent après avoir vendu le fruit de demi-planaille pour 500 pièces d'or. Quand ils arrivent à l'auberge, Rinon s'excuse brusquement et fait semblant de rentrer chez elle. Makoto active son Chin Investigation et espionne la rencontre de Rinon avec Rizu. Lorsque Rizu apprend que Makoto a 500 pièces d'or dans sa poche, il ordonne à Rinon de les voler, promettant de libérer sa sœur des donjons. Rinon est réticente à voler quelqu'un qui a été si gentil avec elle, mais elle ferait n'importe quoi pour sa sœur. Mills est rejoint par Rizu et quelques-uns de ses hommes. Tout devient clair pour Tomoe. Mills est le véritable maître d'œuvre derrière les voleurs qui sèment le trouble en ville. Rizu reconnaît Tomoe et Miyo et les accuse de simuler leur niveau. Il les avertit qu'ils pourraient être assignés à affronter ce monstrueux demi-humain qui a été aperçu récemment. Mills invite les deux filles à les rejoindre, dénigrant le marchand de niveau 1 avec lequel elles ont été vues. Furieuses, Tomoe et Miyo attaquent Mills, mais leurs coups sont stoppés par l'égide d'argile de Mills, une barrière incroyablement puissante. Ailleurs, Rinon n'arrive pas à se résoudre à voler Makoto. Quand il la trouve campée devant l'auberge, elle s'excuse soudainement auprès de lui. Tomoe cesse de retenir ses coups. Elle charge droit dans la barrière de Mills, la brise et sème le chaos. Ses coups de poing envoient ses hommes voler contre les murs, permettant aux autres prisonniers de s'échapper. Miyo abat sa propre part équitable de sbires, et quand elle trouve Mills, elle le gifle tellement de fois qu'il ne sera jamais enclin à se faire gifler à nouveau. Tomo défait également Rizu en lui montrant une illusion étrangement sensuelle et agréable, impliquant des serpents entrant dans son corps. Tomo et Miyo détruisent tout le bâtiment, mais elles commencent à rivaliser pour savoir qui a tué le plus de personnes. Elles finissent par causer encore plus de dégâts à la ville, rasant chaque bâtiment à la vue, sauf l'auberge, jusqu'au sol. À la fin, Rinon et Towa sont joyeusement réunis. De retour à l'auberge, Towa remercie Makoto pour son aide dans son sauvetage. À part la couleur de ses cheveux, Towa est vraiment le portrait craché de Hasegawa. Plus tard, pour punir Tomo et Miyo d'avoir détruit une ville entière, il tire une flèche dans les airs, ce qui les propulse dans le ciel. Grâce à la destruction de Zetsuya, Makoto, Miyo, Tomo et quelques aventuriers qu'ils ont sauvés sont contraints de voyager vers Tsuge. Ils arrivent dans un village où ils rapportent la destruction de Setsuya. Les pouvoirs d'altération de mémoire de Miyo ont fait en sorte qu'ils soient ceux qui ont sauvé Zetsuya des monstres enragés, même s'ils sont ceux qui en ont fait un Tchernobyl médiéval. En raison de la disparition de Zetsuya, ils devront se réinscrire en tant qu'aventuriers. Makoto veut se débarrasser de la Tomo mentalement instable en la convainquant qu'elle devrait être une chevalière errante afin qu'elle puisse élever son niveau pour être meilleure que celui de Miyo. Tomo prend le leur et elle s'en va. Makoto, Miyo et les autres aventuriers voyagent vers Tige. Miyo s'attache à Towa lorsqu'elle l'appelle l'amoureuse de Makoto. Lorsqu'il rencontre quelques insectes géants en chemin, Makoto demande à Miyo de s'en occuper. D'un simple mouvement de son éventail, les insectes géants sont détruits. Towa demande si elle et les autres peuvent récolter les matériaux. Après avoir vu ses énormes attributs, il lui permet car il reste un homme. À la fin, Towa et les autres récoltent brutalement les yeux du monstre, une vision que Makoto n'a jamais voulu voir. Vers la fin de leur voyage, Towa suggère que sa nouvelle entreprise, la Kuzunoha Trading Company, devrait offrir des services de transport. Il rencontre quelques monstres rares avec des yeux en rubis parfaits. Makoto demande à Miyo de s'en occuper à nouveau, mais elle devient furieuse lorsque Towa et les autres lui demandent de ne pas endommager les têtes des insectes pour préserver les rubis. Makoto est donc contraint de se battre à la place.
Avec son fidèle arc et ses flèches, il tire sur les insectes par leurs points faibles. Un des aventuriers est impressionné par la fonction de suivi de son arc. Towa et les autres récoltent joyeusement les yeux en rubis parfaits et ils continuent vers Tige, une ville construite dans le flanc de la montagne. Makoto se réinscrit en tant qu'aventurier, mais il est toujours un drop-out de niveau 1. Comme prévu, il empêche Mio de s'inscrire car cela ferait bouder Tomo et le ferait paraître mal. Il choisit une quête de rang S de la guilde de commerce Rembrandt qui recherche des rubis impeccables. Quelle sacrée coïncidence! Towa est heureuse de remettre les rubis impeccables, mais elle est un peu triste que leur voyage ensemble se termine ici. Pour la remonter le moral, Makoto suggère qu'ils organisent une fête pour célébrer la fin de leur voyage. Ils utilisent leur carte de guilde futuriste étonnamment high-tech pour rester en contact. Plus tard, Towa les emmène dans une boucherie où Makoto est extatique de voir le légendaire os sur la viande que chaque lecteur de manga rêve de manger. Makoto se régale avec les 3 nouveaux compagnons qu'il a rencontrés lors du sauvetage à Satsum, Luisa l'elfe, Benis Gunner, Hazel, l'alchimiste humaine, et Ranina, la chevalière de la Terre, naine. Impressionnée par la force de Makoto, Ranina le défie à un concours de bras de fer. Mon Dieu, elle est incroyablement musclée. Peu importe combien de muscles elle a, Makoto la bat grâce à son statut de personnage principal. Plus tard, Towa parle à Makoto du travail qu'il a pris pour la compagnie de commerce Rembrandt, en particulier des rumeurs désagréables entourant le groupe. Sur le chemin du retour, Makoto dit à Mio de l'attendre à l'auberge pendant qu'ils récupèrent leurs biens précieux. Apparemment, de mauvaises choses arrivent à ceux qui prennent des emplois pour la compagnie de commerce Rembrandt. Mio attend avec impatience à l'auberge, considérant de brûler un des lits pour forcer Makoto à dormir avec elle. Mais il revient trop tôt. Il saute dans le lit sans rien faire. Mio regrette de ne pas avoir brûlé le lit plus tôt. Le lendemain, Makoto et Mio retournent dans le demi-plan où ils retrouvent Emma et le petit Tomo. Emma lui montre que les différents demi-humains sous son commandement font des progrès exceptionnels dans la construction, le labour et l'artisanat. Plusieurs d'entre eux ont également été assignés à la construction d'une grande et somptueuse résidence pour Makoto, qui servira aussi de quartier général. Cependant, aucun d'entre eux n'a eu de nouvelles de Tomo dernièrement, y compris la petite Tomo elle-même. Eld arrive en courant, dans des chaussures de course spéciales, pour amener Makoto aux forges où ils ont préparé plusieurs armures pour lui. Cependant, Makoto ne veut aucune d'entre elles, et il choisit plutôt un long manteau qui se trouve être forgé par Rugui, le même nain qui a forgé Draupnir. Rugui explique que le manteau est la forme vestimentaire de Draupnir, qui dissimule également le mana de son utilisateur, en l'absorbant si rapidement que cela pourrait le tuer. Makoto le met quand même. En souhaitant que le manteau soit rouge, Makoto est capable d'utiliser ses fonctionnalités de mobilité. Plus tard, il rencontre 4 personnes, Haruna, Akina, Okuto et Minato, qui peuvent se transformer. Elles apportent à Makoto une variété de produits récoltés, parmi lesquels se trouve une espèce de champignon extrêmement toxique. Mio les mange comme s'il s'agissait d'un encas épicé. Le lendemain, Makoto visite la société de commerce Rembrandt pour compléter officiellement sa demande, mais il rencontre immédiatement des problèmes à son arrivée. Un homme arrive à la guilde des aventuriers de Sège à la recherche de celui qui a accepté le travail de commerce Rembrandt. Makoto parle avec Patrick Rembrandt, un représentant de la guilde. Lorsque Makoto révèle qu'il n'est qu'un aventurier de rang E niveau 1 et qu'il aimerait établir sa propre guilde de commerce, Patrick le rejette soudainement. Patrick ne croit pas que Makoto ait pu vaincre le monstre aux yeux rubis. Makoto sort les yeux rubis et les pose sur la table. Patrick s'excuse d'avoir douté de lui, ne serait-ce qu'un instant. Il explique que sa fille et sa femme sont atteintes d'une terrible maladie. Maurice, son majordome, précise que la malédiction de niveau 8 est l'œuvre d'un méchant sorcier et que le seul traitement est l'ambroisie faite avec des yeux rubis. Makoto demande à être présent lors de la fabrication du médicament, afin de pouvoir bénéficier de l'aide de Hazel. Il donne ensuite à Patrick plusieurs autres yeux, et lui ainsi que toute la famille Rembrandt sont incroyablement reconnaissants. Patrick remet à Makoto un reçu pour ses ennuis et lui souhaite bonne chance pour le test de la guilde des marchands. Attendez, avez-vous dit test ? La réceptionniste de la guilde des marchands explique qu'il devra passer une série de tests qui inclut un examen écrit pratique et une somme d'argent pour prouver qu'il peut gérer une entreprise. Makoto jette un coup d'œil au manuel du marchand et demande à passer l'examen tout de suite. Makoto fait quelques études de dernière minute. Lorsque l'examinateur entre dans la pièce pour administrer l'examen, Makoto répond au test en presque aucun temps. L'examen est rempli de questions de mathématiques de 5e année. L'examinateur est complètement stupéfait, mais il dit que la partie approvisionnement de l'examen est plus difficile. Makoto sort une balle et doit récupérer un trajet, un labyrinthe de cristal, format, Illuminatox et une Howl Fang ou des objets de valeur équivalente. Makoto lui donne les parties de monstres que Towa et les autres aventuriers lui ont données. L'examinateur n'a d'autre choix que de faire passer Makoto avec brio. Makoto est arrivé sans prévenir, a passé l'examen, a refusé de donner plus de détails et est parti. Pendant ce temps, Tomo retourne dans le demi-plan, apportant avec elle un énorme crabe de jeu pour un festin somptueux.
Après avoir mangé un peu de crabe, l'un des orques lui dit que Mio est en train d'explorer les souvenirs de Makoto. Makoto se précipite vers le coffre à souvenirs seulement pour être contraint par Emma à l'aider à traduire les souvenirs de Makoto. Tomo est forcé de travailler aux côtés de Miu qui découvre un souvenir plutôt intéressant. Makoto visite un pub local pour manger et boire, mais il ne sait pas à quel goût ont les boissons. Il en commande une au hasard, mais cela finit par avoir le goût de jus de banane, tout en n'étant pas vraiment ça. Petit Tomo termine sa journée de travail pour les orques et elle se glisse un petit encas juste au moment où Makoto arrive. Il la rejoint. Petit Tomo explique que le temps a été capricieux ces derniers temps, ce qui pourrait affecter les plans de Makoto pour établir une ville illusoire. Parce que Makoto ne peut pas simplement vendre des fruits et des objets aléatoires que personne ne connaît, il veut attirer des aventuriers sans méfiance et les renvoyer dans la société avec leurs marchandises. De cette façon, il aura plus de facilité à les vendre. Lorsqu'il entend que Tomo et Mio causent des problèmes, il se précipite vers le coffre de mémoire. Pourquoi est-ce que quand quelque chose se passe, ce sont toujours ces deux-là? Makoto finit par apprendre que la racine du problème est qu'elle se dispute deux pièces de ses souvenirs. L'une est un animé et l'autre est un dessin animé de mecha du dimanche matin. Makoto leur permet de consommer ses souvenirs, mais seulement parce qu'il ne veut plus s'en occuper. Makoto, Tomo et Mio retournent à Tisange. En contraste avec l'opinion élevée de Makoto sur Patrick, Tomo trouve la Rembrandt Trading Company dans son ensemble incroyablement louche. Tomo et Mio prennent chacun un lit, et elle demande à Makoto dans quel lit il aimerait dormir. Makoto prend le canapé, parce que bien sûr, c'est ce qu'il fait. Le lendemain, Makoto rencontre Hazel, et ensemble, ils se dirigent vers la Rembrandt Trading Company. En même temps, un aventurier demande à engager autant de mercenaires qu'il peut se permettre. Il ne laissera plus la société Rembrandt s'en tirer avec ses manigances. Patrick ordonne à Maurice de tuer le sorcier, qui ne cède jamais à l'interrogatoire. Incroyablement basé, Makoto et Hazel se dirigent vers la guilde de commerce Rembrandt, et Hazel est nerveuse à l'idée de faire des affaires pour un groupe aussi estimé. Maurice les conduit au laboratoire d'alchimie qu'ils ont préparé, et Hazel se met immédiatement au travail. Hazel remarque qu'il n'utilise pas de fleurs d'ambroisie, et Maurice explique que les yeux rouges rubis servent de substitut, puisque l'insecte dont ils proviennent se nourrit d'ambroisie. Hazel termine la première dose et la remet à Maurice. Il complète 2 autres doses, mais lorsque Maurice revient brusquement, Hazel les laisse tomber accidentellement, forçant Makoto à effectuer une manœuvre de Tobey Maguire pour les attraper avant qu'ils ne tombent. Il se fait une note mentale de frapper Hazel 2 fois sur la tête. Lorsque ce travail sera terminé, Maurice les amène à Patrick, qui a été gravement blessé après que sa femme soit soudainement devenue folle. Hazel réfléchit au fait qu'elle a dû agir ainsi à cause de la malédiction. Patrick raconte que la malédiction a commencé par une légère fièvre au début, mais elle s'est progressivement transformée en quelque chose avec des joues creuses, des yeux rouges et une peau grise. Sa femme est soit devenue une étudiante de dernière année, soit un ghoul de l'apocalypse. Makoto demande à voir sa femme, promettant de la maîtriser suffisamment longtemps pour qu'il puisse lui administrer le médicament. Nekoto entre dans la pièce où la lutte a eu lieu et il trempe son tissu dans une flaque de médicaments brisés. Il se rend ensuite chez la femme de Patrick, qui s'est transformée en une créature semblable à un ghoul féroce. Après une brève lutte, il parvient à la maintenir au sol, permettant à Patrick d'administrer le médicament. Sa femme a l'air d'une femme à nouveau. Makoto fait de même avec l'une de ses filles et elle revient à la normale. Hazel arrive en courant avec une autre dose d'ambroisie, mais il la laisse tomber aussi, incroyable. Il ne peut même pas marcher correctement. Heureusement, Maurice l'a saisi dans les airs. Lorsque Makoto rend visite à la dernière fille, il découvre qu'elle a encore conservé une certaine forme de son humanité. Makoto met fin à ses souffrances en la guérissant. Avec cette épreuve terminée, Patrick remercie chaleureusement Makoto et la déesse pour leur aide. Makoto souhaite cependant ne pas avoir remercié la déesse. Makoto retrouve Tomo et Mio, mais ils sont soudainement attaqués par un pilier de flammes. Les 2 filles survivent évidemment, elles ont traversé pire. L'aventurier siffle, signalant à plus de 20 aventuriers de sortir de l'ombre. Il invite Tomo et Mio à rejoindre leur côté, et Mio accepte pour le prix de 10 pièces d'or. Tout cela est conforme au plan de Makoto. Il ne veut pas d'une répétition de Zetsuya. Makoto et Tomo sont attaqués, mais Tomo ne riposte pas au début car elle veut que Makoto lui donne le signal, comme dans ces drames historiques qu'elle aime tant. Makoto soupire, tue un homme et lui donne le signal. Mais il veut qu'il soit à peine vivant. Tomo sème le chaos et inflige de sérieux dégâts, malgré le fait qu'elle n'utilise que son poing et le tranchant d'une épée. L'aventurier se tourne vers Mio, mais elle rétorque qu'elle a seulement accepté de rester en dehors du combat. Peu importe si elle obtient son or en étant payée ou en le volant de son corps. L'un d'eux essaie de s'enfuir, mais Makoto lui écrase le visage contre le sol. Le dernier aventurier se présente comme Lime, le plus fort des aventuriers de Siege. Makoto appelle son nom, le nom d'une boisson de bar dégoûtante. Tomo désarme facilement Lime et le force au sol. Cependant, lorsqu'elle aperçoit ses souvenirs, elle épargne sa vie. Lime s'excuse d'avoir plongé les épouses et les filles de Patrick dans un sommeil profond. Mais c'est un énorme bond par rapport à la malédiction que Makoto a observée.
Lime raconte que la Rembrandt Trading Company cible les aventuriers qui les déplaisent. Cela entraîne, indirectement, des aventuriers plus jeunes et inexpérimentés à accepter des missions de plus en plus dangereuses, mettant ainsi leur propre vie en danger. L'ami de Lime, le docteur sorcier, lui dit que, tout récemment, des aventuriers élevés par l'orphelinat local sont décédés. Il conclut alors un accord avec Lime pour endormir la femme et les filles de Rembrandt, afin de le mettre sous pression. Lime insiste sur le fait qu'il a seulement accepté parce qu'on lui a dit que les filles seraient mises à dormir. Mais lorsque le docteur sorcier a été capturé, il a dû changer le sort. Makoto décide de le laisser partir, mais pas avant que Mio ne prenne son paiement. Chaque pièce d'or dans la bourse de Lime. Mio dit joyeusement à Makoto qu'elle a réalisé un revenu soudain. Quelques jours plus tard, Lime implore le pardon de Patrick, qui, par respect pour Makoto, choisit de lui épargner la vie, au lieu de l'exécuter, comme le suggérait Maurice. Plus tard, Tomo rend visite à Lime pendant qu'il veille sur l'orphelinat où il est né et a grandi. Elle lui offre un katana brillant et l'invite à travailler comme son espion personnel. Lime accepte avec joie, car Tomo a son propre agenda. En observant Patrick, elle a appris qu'il est toujours un homme d'affaires impitoyable au fond de lui. Makoto, Tomo et Mio retournent dans le demi-plan où Emma leur dit qu'ils ont un problème qui les concerne tous les trois. Eux. Emma explique que la différence de pouvoir entre eux et les soldats de base est si grande que leurs soldats ont perdu courage et confiance. Makoto décide de parler aux orques et il demande à Tomo de s'adresser aux lézards de la brume. Puisqu'il sait que les alques de Mio sont principalement préoccupées par la recherche et la production, elle ne devrait pas avoir de problème. Il lui demande de l'accompagner et vous pouvez être sûr que Mio dira oui. Makoto écoute discrètement quelques orques et apprend qu'il trouve déprimant de s'entraîner contre lui, car il ne leur permet jamais de porter d'attaque. Pour aggraver les choses, il parle rarement aux autres races. Mio ignore tout ce qui se passe et s'intéresse davantage aux fruits qu'elle accueillit à proximité. Makoto explique qu'elle tient une tomate. Tomo rapporte que les lézards de la brume ont la même mentalité que les orques. Les différentes races communiquent rarement entre elles par peur de révéler leurs tactiques. Makoto essaye de trouver un moyen de calmer leurs inquiétudes, mais Tomo a déjà une idée. Elle organise un tournoi sans restriction 1 contre 1 avec les représentants les plus forts de chaque race qui s'affrontent. Agares, représentant les orques, et Lydie, représentant les lézards de la brume, montent sur scène. Lydie fait le premier mouvement, mais Agares le contre avec une puissante barrière, suivie d'un redoutable coup de seul. Lydie se remet et lance un vent perçant qui transperce les défenses d'Agares. Lydie attaque pendant qu'il a l'ouverture, mais à la dernière seconde, Agares attrape sa queue et le projette au sol. Fatalité. Agers gagne. Malgré le fait que les deux côtés se battent de tout cœur, Tomo constate que leur force est insuffisante. À partir de maintenant, elle annonce qu'une fois par semaine, ils auront des matchs classés 1 contre 1 entre eux. Ceux qui se distinguent seront faits soldats d'honneur. Les orques et les lézards de brume s'inquiètent que ces combats révèlent leur tactique, mais Tomo rétorque qu'ils ne sont pas assez forts pour s'inquiéter de cela. Makoto est invité à dire quelques mots, et il dit à tout le monde qu'il voit du potentiel dans leur force. Dès lors, il annonce qu'il augmentera le nombre de séances d'entraînement conjointes pour accroître la coopération. Tomo décrète que c'est le début du classement de demi-plane, un système pour déterminer qui est le warrior le plus fort du demi-plane. Le plus fort est celui qui peut obtenir un AK-47. Tout d'abord, Makoto, Tomo et Mio retournent à Tsige pour se réinscrire en tant qu'aventurier. Tomo est dévasté d'apprendre que son niveau n'a pas bougé d'un pouce. La réceptionniste demande à Makoto s'il serait prêt à entraîner un groupe de successeurs pour combler leurs effectifs dangereusement bas. Puisque c'est de la faute de Makoto si Tsige n'a pratiquement plus d'aventuriers, il accepte. Makoto demande à Tomo d'entraîner le groupe de Towa pour devenir le nouveau groupe principal de Tsige. Elle sait que Towa doit ressembler à quelqu'un que Makoto connaissait dans sa vie antérieure. Alors, elle résout de renforcer sa vitesse pour que Makoto ne s'inquiète plus. Tomo soumet Towa et son groupe à un entraînement spartiate, à l'exception de jeter des perces dans des puits. Quelques jours passent et elle leur ordonne de vaincre une troupe de Shadow Tails. Lorsqu'ils ont du mal à les abattre, Tomo érige une barrière pour piéger les Shadow Tails. Elle souligne plusieurs défauts et inefficacités dans leur tactique et, en geste de gentillesse, elle leur montre comment faire. Elle instruit Hazel à construire un piège à bout, amélioré avec une potion de paralysie. Puis, elle demande à Louise de trouver un endroit sûr pour attaquer. Et ensuite, elle libère la barrière. Les Shadow Tails deviennent immobilisés dans la boue, permettant à Louise de les abattre sans impunité. Quelques-uns commencent à grimper les uns sur les autres pour traverser. C'est là que le rôle de Ranina, en tant que tank d'aggro, entre en jeu. Enfin, Towa se faufile derrière la troupe et assassine des cibles isolées. Ils utilisent cette stratégie avec un grand effet contre plusieurs Shadow Tails, mais leur dernier défi les attend. Tomo dit que la prochaine tanière qu'ils rencontreront comptera une centaine de Shadow Tails, et elle s'attend à ce qu'ils élaborent une stratégie d'ici ce soir. Tomo retourne à la guilde, s'attendant pleinement à ce que le groupe de Towa revienne triomphant.
La réceptionniste est horrifiée d'apprendre qu'elle a laissé un groupe inexpérimenté dans un endroit aussi dangereux. C'est appelé la route de la mort pour l'amour du ciel. Cependant, elle se rend rapidement compte qu'elle avait tort lorsque Towa et son groupe reviennent, portant avec eux les récits de deux seigneurs Shadowtail. Ils sont maintenant sans aucun doute le groupe le plus fort de Tsiji. Plus tard, Makoto demande à Mio de lui trouver des fleurs d'ambroisie dans la forêt de Tinarak. Il espère les transformer en potions d'ambroisie qui seront ensuite son produit principal. Il rend visite à Patrick pour demander son aide afin d'établir un magasin et il accepte avec joie. Mais Patrick n'est pas idiot et il sait pourquoi. Makoto veut louer un espace dans l'un de ses magasins. Le royaume de Han, qui règne sur Tsiji, demande généralement aux propriétaires d'histoire de coopérer avec les activités d'espionnage du royaume. Makoto ne veut pas vraiment jouer à ce jeu. Patrick propose de le présenter à un ami qui vit dans une ville neutre, mais il demande un peu de temps. Pendant ce temps, un groupe d'humains entre dans la forêt de Tinarak où ils sont observés par les yeux vigilants de deux elfes, Aqua et Eris, tuent tout le groupe d'aventuriers humains pour être entrés dans leur forêt. « Vous êtes entrés dans le mauvais quartier, imbécile !» Pendant ce temps, le petit Tomo amène Makoto à une fête de célébration organisée en son honneur, pour commémorer l'établissement de sa société de commerce dans le monde réel. Prendre la parole en public n'est pas son point fort, et il préférerait vraiment être chez lui. Mio lui apporte la nourriture qu'elle a achetée à Tsig, espérant le nourrir, mais Makoto la saisit avec sa main, comme un animal sauvage, et la mange ainsi. Après que Tomo ait entraîné Mio à l'écart, Haruna arrive avec un rapport sur les fleurs d'ambroisie. Ils ont pu localiser son emplacement, mais se sont abstenus de la récolter en raison d'une espèce hostile dans la région. Elle partage également que ses autres camarades, Akina, Minato et Okuto, se sont tous lancés dans une variété de travaux utiles à travers le demi-plan. Lydie est également heureux de rapporter qu'il a vaincu Agares lors de leur revanche, et qu'il s'entraîne actuellement sous Tomo. Juste ce dont le demi-plan avait besoin, plus de drame historique. Makoto parle avec le baron qui exprime combien il est reconnaissant de vivre dans ce qui est essentiellement un paradis. Mais il est aussi, il faut l'admettre, curieux du monde extérieur. Makoto lui a signé un travail dans sa boutique à Tsig. Étant un nain, les gens lui feront naturellement plus confiance pour fabriquer des armes et des armures. L'orque que Makoto a guéri il n'y a pas longtemps révèle qu'il a été chargé de superviser la prochaine rencontre de la ville illusoire. Alors que les différents sujets de Makoto réclament un moment de son temps, Mio et Tomo sont à l'écart, mangeant ensemble. Mio a une idée de qui garde les fleurs d'ambroisie dans la forêt de Tinarak. Mais Tomo lui dit de s'assurer des détails avant de le faire. Soudain, ils sentent la présence de Makoto, disparaissent pour ne le détecter à nouveau que quelques instants plus tard. Ils ont un terrible pressentiment. Ils se précipitent vers Makoto, qui ne faisait que pratiquer son tir à l'arc. Tomo lui demande ce qu'il faisait et il explique qu'il se concentrait simplement sur la cible. Tomo explique que ce qu'il faisait, vider son esprit dans un état de néant, était semblable à mourir et à renaître. Il l'a fait tant de fois que son mana a augmenté à un rythme alarmant, ce qui a également indirectement élargi le demi-plan. Makoto jette un coup d'œil à ses bagues Dropnir et réalise qu'elles sont déjà à leur limite. Tomo fait remarquer que les niveaux de mana de Makoto sont déjà probablement au niveau d'un dieu, et tout cela parce qu'il voulait imiter Hawkeye. Elle avertit que si la déesse a vent de son existence, elle ne perdra pas de temps à le frapper. Ils auront besoin de compresseurs de mana extra puissants à l'avenir, mais cela n'est qu'une solution temporaire. Tomo devra trouver autre chose. Mio conduit Makoto chez lui et Tomo s'effondre de pur épuisement. Qui aurait pensé qu'elle finirait par s'associer à quelqu'un au niveau d'un dieu? Le lendemain, Makoto va faire des courses en préparation de l'ouverture de son magasin lorsqu'il tombe sur un demi-humain qui lui ressemble exactement. Makoto réalise enfin pourquoi les gens disent qu'il ressemble à un Efrit. Une escorte essaie de lui offrir ses services, ce qui pousse Tomo et Mio à le traîner de retour à l'auberge. Les deux filles sont en colère contre Makoto pour avoir essayé de draguer une fille, même si elles se sont pratiquement jetées sur lui. Plus maintenant, elles vont le faire ici, tout de suite. Makoto s'enfuit à travers une porte brumeuse et revient dans le demi-plan. Quand Emma voit ses vêtements déchirés et l'étoile d'araignée sur ses poignets, elle comprend ce qui s'est passé et lui offre des vêtements. Makoto s'équipe de nouvelles bagues Dropnir, grâce à Rogi. Plus tard, Mio s'excuse auprès de Makoto pour avoir été trop insistante la nuit précédente. Tout ce qu'il lui demande, c'est de ne plus le faire. Il emmène Mio avec lui dans la forêt de Tinarak pour enquêter sur la source des fleurs d'ambroisie. Lorsqu'il remarque qu'ils sont suivis, il demande à Mio de s'en occuper avant de se précipiter vers le jardin d'ambroisie. Quand ils arrivent, Makoto tient la main de Mio pour qu'il ne glisse pas sur le sol humide. Le sol. Peu de temps après, il rencontre Aqua et Eris, les deux gardiens du jardin d'ambroisie. Mio est à bout de nerfs, rempli de fureur, car son précieux moment à tenir la main de Makoto n'a duré que 31 secondes. Les négociations s'effondrent rapidement lorsque l'escorte de tout à l'heure arrive, déclarant qu'elle est là pour prendre toutes les fleurs pour elle-même. Makoto est contraint de reculer tout en se défendant et en protégeant une Mio en colère.
Même une barre Sneakers ne pourrait pas la sauver maintenant. Makoto importe Mio en lieu sûr, tandis qu'Eris et Aqua les poursuivent. Tomo contacte Makoto et elle n'est prête à l'aider que si Makoto lui permet de poursuivre ses hobbies de forge de katana et de culture de raie. Tomo lui donne un plan pour sauver à la fois les aventuriers égarés et pour sortir Mio de sa transe. Makoto pousse les 3 aventuriers dans la ville illusoire où ils sont recueillis par la petite Tomo et quelques orques. Il se blesse intentionnellement à la main et permet à Mio de la nettoyer. Elle absorbe la magie d'Eris, l'empêchant de lancer des sorts, et Makoto brise leurs armes avec de petites braises de feu. Makoto convainc les 2 filles qu'il n'est qu'un marchand en affaires et elles acceptent de les conduire vers leurs aînés. Eris les accueille au village des ogres de la forêt, qui est généralement protégé par une barrière qui les dissimule, ainsi que les fleurs d'ambroisie. Elle dit sarcastiquement qu'ils invitent des personnes suspectes comme elle à entrer dans leur village tout le temps. Makoto souligne qu'elle les a attaqués en premier et elle répond que c'est comme ça. Makoto rencontre les aînés du village des ogres de la forêt qui sont dirigés par un homme nommé Nilgistori. Les ogres des forêts sont les ancêtres des elfes modernes, mais ils soutiennent qu'ils sont une espèce complètement distincte. Adono, le fils de Nilgistori, entre pour rendre hommage à leurs invités. Mais il regarde Makoto avec suspicion. Vous seriez aussi suspicieux si un homme masqué entrait chez vous et prétendait être un marchand. Après avoir parlé à son père de la barrière du dragon tombé, il s'en va. Après ce qui a semblé être un interrogatoire, Makoto rejoint Eris et Aqua, qui souhaitent le présenter à leur maître. Leur maître, Mondo, défonce le mur, car utiliser des portes est pour les faibles. Mondo serre la main de Makoto, l'inspecte et aime ce qu'il voit. Mio, en colère, propulse Mondo hors de la porte. La raison pour laquelle il a tenu la main de Makoto 1 seconde de plus que nécessaire. Eris et Aqua courent vérifier leur maître, mais Mondo est miraculeusement vivant. La vie. Il allume une cigarette et jure silencieusement de faire regretter à Makoto de l'avoir jamais rencontré. Plus tard, Makoto demande à Mio d'enquêter sur Mondo et Adono. Mio plonge dans ses dimensions et les espionne. Elle apprend que Mondo semble être possédé par quelqu'un, tandis qu'Adono semble avoir des connexions avec les démons. Lorsqu'elle revient vers Makoto et lui demande d'échanger avec Tomo. Au cours des célébrations de cette nuit-là, Makoto remarque Mondo et Edono en train de parler sur le côté. Soudain, Mondo étrangle Edono contre le tronc d'un arbre, et tous 2 sont consumés par un feu surnaturel. De leur corps ratatiné s'élève un lich tout-puissant. Le lich attaque Makoto avec un sort corrosif, mais Makoto s'inspire du livre de Mio et l'absorbe en utilisant de la magie noire. Il ouvre ensuite le robinet et il finit par absorber presque toute la magie du lich. Il donne le signal à Tomo et le lich est transporté dans le demi-plan. Les anciens ogres de la forêt, voyant tout cela se produire, savent maintenant que Makoto n'est pas un marchand ordinaire. Ils ont même pris la peine d'organiser cette fête pour pouvoir l'exécuter. Tomo intervient, se révélant comme Shin, le dragon supérieur et l'être responsable de la création d'une barrière autour du village. Melgistori, se souvenant de qui elle est, ordonne aux autres ogres de la forêt de baisser la tête. Lorsque Tomo leur parle de son allégeance à Makoto, son maître, ils deviennent blêmes. Ils interrogent le lich et le demi-plan. Et Makoto devient curieux des différents sorts à sa disposition. Il aimerait en apprendre certains, puisque les seuls sorts qu'il connaît ont été écrits par une fille orque. Le Lich devient encore plus déprimé en apprenant qu'il a été battu par un novice complet. Le Lich explique qu'il a rassemblé du pouvoir pour se transformer en Grant, une espèce humaine supérieure avec la capacité de voyager à travers les mondes. Cependant, il se trompe. Tomo explique que les humains qui trouvent des portes de Rift pour voyager vers d'autres mondes et y rester sont connus sous le nom de Grant, tout comme les parents de Makoto. Cependant, les chances de survivre à un voyage à travers ces portails extradimensionnels sont terriblement faibles. Tomo suggère qu'ils gardent le Lich avec eux et forment un contrat. Cela ne ferait pas de mal d'avoir son expertise magique de leur côté. Makoto considère le Lich comme un esprit semblable. Pendant ce temps, les 3 aventuriers d'avant complotent de voler les trésors de l'entrepôt voisin. Okuto et le petit Tomo portent une boîte pleine de gemmes vers cet entrepôt. Et Okuto aperçoit une petite orque courant vers les toilettes. Makoto forme un contrat avec le Lich et il se transforme en un homme grand, musclé et attractif. Pourquoi Makoto est-il le seul à avoir l'air complètement ordinaire? Soudain, une puissante explosion se produit. Et Tomo ressent soudainement une douleur perçante dans sa tête. Elle remarque qu'elle a été imprudente. Elle s'effondre au sol, le sang s'écoulant de sa tête. Makoto demande à Mio d'arrêter le saignement pendant qu'il enquête sur le site du crash. Le Lich a du mal à suivre Makoto, car il n'est pas habitué à un corps de chair et de sang. Cependant, il peut toujours lancer des sorts de guérison. Makoto découvre un Okuto gravement blessé et a d'abord peur qu'il soit mort. Cependant, grâce à son kit guérison et à la magie du Lich, l'état de Okuto se stabilise. Makoto remarque que son mana est condensé dans l'air. Cela ne peut pas être un bon signe. Une jeune orque lui tend un collier qu'il remarque appartenait à Hayato, cet orque bienveillant d'avant. Elle lui indique l'origine de l'explosion,
où Makoto découvre plusieurs fragments de mémoire. Parmi eux, il sent le petit Tomo, l'orque et quelques aventuriers. Lorsqu'il se rappelle les avertissements de Mio, selon lesquels une conscience diffusée mène à la mort, il devient gravement inquiet. Il essaie de toucher l'un des fragments de mémoire et il jette un œil dans la mémoire de l'aventurière féminine d'avant. Il apprend que l'aventurière était responsable de sa rencontre avec le demi-humain d'avant. De plus, il apprend que, tout en essayant de s'emparer de quelques trésors destinés à être éliminés, l'un de ses anciens anneaux Dropnir a explosé, tuant le petit Tomo, Hayato et présumément les aventuriers. Makoto devient fou. La femme reprend conscience dans les rues de Tsig, à peine vivante grâce à Clay et Gis. Elle rassemble les objets qu'elle a volés, mais elle est bientôt enveloppée par une brume sombre. Bientôt, elle souhaitera que ce ne soit qu'un roman de Stephen King. Son destin sera bien pire. Makoto sort de la brume. Notons qu'il n'a pas son masque. Pour la femme, son visage est hideux et ses mots sont indéchiffrables. Du fond de son cœur, Makoto souhaite avoir tué cette femme auparavant. Il sort une épée courte qui lui a été donnée par Hayato et l'utilise pour lui couper les bras. Alors qu'elle implore la miséricorde sur le sol, Makoto la réduit au silence en lui plantant un couteau dans la gorge, la tuant. Des larmes coulent sur son visage, et Makoto réalise que c'est la première fois qu'il a tué volontairement un être humain vivant. Il devient fou pour la deuxième fois. Aujourd'hui, des funérailles sont organisées en l'honneur du petit Tomo Inoue et de Hayato. Aucun corps n'a été laissé par l'explosion, donc ils n'ont même rien à enterrer. Makoto réalise qu'il était naïf à propos du monde. Makoto nomme le lich Shiki, ce qui signifie connaissance. Il demande à Tomo comment elle a pu utiliser son pouvoir de regarder dans les souvenirs des gens. Il s'inquiète d'être devenu une sorte d'hybride, mélange de dragon ivre, d'araignée et de squelette. Tomo rit. Elle explique qu'à travers la pratique, les maîtres peuvent utiliser les pouvoirs de leurs serviteurs, c'est le partage un profond sentiment de confiance. Cependant, lors d'états de détresse extrême ou d'urgence, ces capacités peuvent se manifester d'elles-mêmes. Mio et Tomo rivalisent pour savoir qui a le lien le plus profond avec Makoto, ce qui devient rapidement une histoire aussi ancienne que le temps. Makoto établit un district spécial le long de la frontière du demi-plaine pour s'assurer que les enfants calmes et les aventuriers du monde réel ne se rencontrent pas. Il est heureux d'apprendre que Okuto se remet bien, mais il ne veut pas qu'un incident comme celui-ci se reproduise. Il demande à Haruna d'assigner Alkes pour se faire passer pour des aventuriers et recueillir des informations dans ce nouveau district. Les nains apportent également des améliorations drastiques à leurs opérations de gestion des déchets. Ensuite, Makoto rend visite à un ami proche de Hayato et il s'excuse pour sa myopie. En rentrant chez lui avec Shiki, Makoto lui dit qu'il a pris sa décision. Makoto rend visite à Patrick, qui lui dit qu'il a terminé ses préparatifs avec son connaissance. Makoto est surpris de voir que la carte du monde est en fait juste une carte du Japon. Mais sommes-nous vraiment surpris par cela? Makoto est attaqué par deux aventuriers, la lame à la main, Sophia, et le court Mitsurigi. Lorsque Makoto voit que deux de ses doigts ont été coupés, il admet sombrement qu'ils sont forts, plus forts que n'importe quel adversaire qu'il a affronté jusqu'à présent. Makoto réalise qu'ils doivent exécuter les ordres de la déesse. Il essaie de contacter Tomo, Miu et Shiki, mais ils sont hors de portée de sa télépathie. Il se bat seul dans ce combat. Makoto tente de communiquer avec eux et apprend qu'il se tient juste au milieu du champ de bataille entre démons et humains. Sophia et Mitsurigi ont également fait défection du côté des démons. Makoto adopte une stratégie d'évasion et il passe à son manteau de mobilité. Il invoque des balistes enflammés pour couvrir sa fuite et il utilise le ki de dissimulation pour s'enfuir. Cependant, Mitsurigi invoque des murs de cristal pour le ralentir, et Sophia le rattrape rapidement. Sa barrière est à peine suffisante pour se défendre contre les attaques de Sophia, mais la situation est de nouveau à zéro. Sophia est un peu perturbée par les étranges capacités de Makoto, et Mitsurigi déduit qu'il doit recevoir la bénédiction de la déesse. Sophia utilise une bague spéciale pour dissiper la bénédiction, sans savoir que la seule chose que la déesse a donnée à Makoto est de parler aux races non humaines. Avec la bénédiction disparue, Makoto peut communiquer avec eux en anglais. Makoto maintient qu'il n'a aucun lien avec la déesse, malgré un immense pilier doré qu'il invoque au même moment. Même centre, Makoto leur demande de se présenter. Mitsurigi pointe vers Sophia, mieux connue sous le nom de tueuse de dragons, et il se présente comme Mitsurigi, mais il est mieux connu par son nom de dragon, Lanceur. Lanceur n'est pas mort après tout, mais il n'est toujours pas humain. Makoto reconnaît leur nom de la guilde Atsige. Alors qu'ils se préparent à attaquer Makoto à nouveau, ils réalisent qu'ils ne vont pas écouter la raison. Très bien pour lui. Il retire l'une de ses bagues Dropnir, provoquant une explosion de mana d'une puissance inimaginable qui se propage dans un rayon autour de lui. Sophia et Mitsurigi sont projetés en arrière. Il sort ensuite un Uchin, une grande pointe de flèche à utiliser dans son tir à l'arc spécialisé. Il tire une flèche enflammée sur eux deux, qui se divise en plusieurs têtes. Sophia et Mitsurigi sont contraints de se retirer derrière la barrière de ce dernier juste au moment où Makoto libère une flèche d'eau.
L'explosion soulève un énorme nuage de fumée que Sophia utilise comme une ouverture pour l'attaquer par derrière. Dans un dernier effort, Makoto utilise son Uchin comme arme de mêlée et de manière choquante, cela brise son épée, ce qui blesse indirectement Mitsurigi. Sans pause, Sophia saisit Makoto fermement contre sa poitrine, mais il ne devrait pas en profiter longtemps. Utilisant les éclats de Mitsurigi comme prise, elle bondit dans le ciel et le laisse tomber vers sa mort. Mais il n'est pas à court d'options. Sophia revient, confiante que Makoto est aussi bon que mort. Makoto n'est pas aussi bon que mort. En utilisant les divers anneaux Dropnir qui ont stocké son mana comme carburant, il libère ce qui ne peut être décrit que comme l'Armageddon. Des boules de flammes et des piliers d'eau s'abattent autour du champ de bataille, oblitérer à la fois les armées humaines et démoniaques. Lorsque la fumée se dissipe enfin, un grand lac s'est formé en raison des effets de la magie de Makoto. L'armure de Sophia a été complètement brisée, tandis que Mitsurigi a perdu une de ses jambes. Une Sophia épuisée jure de retrouver Makoto et de le tuer s'il n'est pas encore mort. Quand Makoto se réveille, il est de retour dans le demi-plan, allongé à côté de Tomo et Miyo. Il est vivant et ses blessures ont disparu. Il a même récupéré ses doigts. Pendant ce temps, Patrick reçoit une lettre de son informateur, donnant un compte-rendu détaillé de ce qui s'est passé près de Fort Stella. Apparemment, la catastrophe qui s'est produite là-bas a été causée par un mage vêtu de rouge, présumément un héros de la déesse. Makoto raconte son expérience avec son cercle intime. Shiki explique que la déesse a probablement essayé de le forcer à combattre les démons, c'est pourquoi Sophia et Mitsurigi l'ont attaqué. Cela devient une leçon pour Makoto. Il veut augmenter le nombre de sorts qu'il connaît à la fois. Bien que Miyo et Tama souhaitent l'accompagner, il décide de les garder en réserve. Il vaut mieux que la déesse ne sache pas qu'elles existent. Tomo lui présente Kamo, un nouveau fragment d'elle-même, utilisant un anneau Dropnir brisé comme noyau. La tragédie qui a attrapé l'ancienne ne se reproduira pas. Tomo dit en plaisantant que Kamo est techniquement la fille de Makoto avec elle, ce que Miyo ne peut tout simplement pas supporter. Les ogres de la forêt ont été intégrés dans le demi-plan, où ils suivent le régime d'entraînement spartiate classique de la marque Tomo. La ville illusoire de Makoto est également un succès, avec Okina attirant facilement de jeunes aventuriers téméraires pour explorer la ville. Son magasin Atige est aussi un succès. Il est géré par plusieurs des alliés demi-humains de Makoto. Le sarcasme et la nature impassible d'Eris sont exactement ce dont ce magasin avait besoin. Le magasin met en valeur ses capacités de manière merveilleuse. Baron améliore la netteté d'une épée. Miyo le démontre en coupant un durien sur la joue de l'aventurier. Et Eris montre l'efficacité de leurs potions de guérison. Aqua se joint même à eux en tant que fille d'affiche, car chaque magasin a besoin d'une elfe à la peau foncée. Plusieurs des anciennes connaissances de Makoto viennent soutenir l'ouverture grandiose du magasin. Pendant que Patrick se lamente de manière ludique qu'il a une nouvelle concurrence. Makoto travaille dur à l'intérieur pour préparer le magasin. Il a ensuite appris que les dégâts qu'il a causés près de Fort Stella ont infligé d'innombrables pertes des deux côtés. Et il n'avait également pas remarqué l'existence de deux autres héros se battant sur des champs de bataille actuellement hors de sa portée. Plus tard, Makoto s'assoit en surplombant le territoire de son demi-plan, espérant que ses parents pourront lui pardonner d'avoir accompli quelques quêtes secondaires. D'abord, Emma arrive et lui dit que les préparatifs pour la fête d'adieu sont complets. Makoto se remémore les aventures qu'il a vécues dans cet autre monde et se rend compte que ce n'est pas si mal. Mais lorsque Tomo et Miyo commencent à se battre à nouveau, il reprend immédiatement son avis. Si les démons ne le tuent pas en premier, ses deux servantes les plus proches le feront. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez apprécié et activer les notifications pour ne jamais manquer une autre vidéo.